pour revenir sur cette histoire d'études de marché, et pour parler marketing dans le domaine de l'innovation, ce qu'il faut juste savoir, sans être expert, il y a des gens, par exemple à Schema ou à d'autres endroits qui sont spécialisés dans ces domaines-là, c'est que le marketing de l'innovation est très différent du marketing classique. Donc tout ce qu'on apprend dans les business schools, sauf des fois un tout petit chapitre de quelques lignes sur New Product Introduction, comment ça se passe quand c'est vraiment un truc nouveau, c'est pas enseigné. Et pour une raison simple, c'est que le marketing sur les marchés matures, la cosmétique, la pharmacie, tout ce que vous voulez, les marchés existent. Donc on peut les analyser. Et après, on cherche à se différencier en référence à un truc qui existe. Quand on est dans une innovation qui crée un marché, il n'y a aucun point de référence à nouveau. Donc l'approche marketing ne peut être que différente. Et très souvent, nous, même en tant qu'accompagnateurs, on a tendance à emmener les entreprises dans la mauvaise direction en leur disant « Vous avez fait l'étude de marché, ouais, c'est pas la bonne question à poser en fait ». C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Et donc il y a des techniques, il faut savoir que ça existe, il y a des techniques qui permettent de partir effectivement de la technologie en l'occurrence, et d'aller ensuite par inférence, hypothèse qu'il faudra valider en avançant, qui vont permettre d'aller chercher la bonne cible, hein, et d'aller voir quels sont les domaines potentiels où la technologie peut s'appliquer, quels sont les besoins exactement là-dedans, quelle valeur ça apporte aux clients, voilà, on y arrive, quels sont les demandeurs pertinents, quelle est la bonne offre, quel est le bon business model. Okay. Donc il y a une méthodologie particulière, il faut bien en être conscient. Si on applique ce que nous on a l'habitude de faire dans nos boîtes établies, dans des marchés existants, on va mettre les gens probablement dans une mauvaise direction. Une autre façon de voir ça, là aussi c'est bien documenté, hein, ça fait quand même 20-30 ans qu'il y a pas mal de recherches, même si c'est un domaine encore assez ouvert et évolutif, hein, sur le plan de la recherche. Il y a ce fameux problème de Crossing the Chasm, c'est un bouquin qui s'appelle comme ça, et que tout le monde devrait lire, hein, dans ce domaine-là, qui explique bien comment on essaie de franchir ce gouffre dans lequel la plupart des entreprises se perdent. Une fois qu'on a attiré les innovateurs, les geeks, les vraiment early adopteurs, les gens qui aiment toujours utiliser ou essayer les choses nouvelles, en fait on va tomber dans un trou, puisqu'on aura épuisé cette source-là, mais les vrais clients, ceux qui ont besoin de se rassurer par le fait que d'autres ont déjà utilisé la technologie et qu'elle est déjà démontrée dans un environnement, ceux-là, ils attendent que ça se passe, alors que c'est eux qui peuvent créer ce mécanisme d'entraînement et cette boucle vertueuse. Donc, on a toutes les peines du monde à avoir de la crédibilité sans avoir travaillé des grands clients. Donc, il y a un problème de poule et d'œuf. C'est comment on amorce la pompe. Et en fait, la façon d'amorcer la pompe, ce que je dis toujours de manière un petit peu caricaturale, certes, mais aux entreprises que j'accompagne, c'est que, rendez-vous compte, vous êtes que quelques jeunes personnes dans une entreprise qui peut mourir dans 2 ans. Pourquoi voulez-vous qu'un grand compte travaille avec vous ? Et je pense qu'il y a à peu près 2 cas de figure, à nouveau, je force un peu le trait, mais ça donne quand même bien l'idée, qui peuvent fonctionner. Le premier, c'est si dans l'entreprise avec laquelle vous discutez, il y a un visionnaire, il y a quelqu'un qui a la capacité à voir derrière cette innovation, même si ça va merder joyeusement, il y aura des bugs, des problèmes de qualité, de support, tout ce qu'on veut. Néanmoins, le gars, il va prendre sur lui de faire fonctionner le truc en interne, il va servir de bouclier, en fait, par rapport à toutes les protestations internes, les résistances au changement, les difficultés de changer, parce qu'il a vu que ça allait changer fondamentalement des choses pour son entreprise. Ça peut des fois être un moyen pour lui de se promouvoir en interne, ça peut être tout simplement égoïste aussi, mais enfin, les deux peuvent résonner. Et donc, s'il y a quelqu'un qui défend vraiment l'entreprise, qui s'en fait son champion, ça peut fonctionner. Donc, toujours se poser la question, est-ce que vous avez un champion ? Et pourquoi il fait ça ? D'accord ? Deuxième cas de figure, c'est le désespéré. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Les gens qui ont tout essayé. Et souvenez-vous, comme c'est un problème qui est en haut de la pile, ils y pensent tous les jours. Ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Donc, allez, on n'est plus à ça près, essayons ça, quoi. D'accord ? C'est un peu ça. Là, on est prêt à le faire, même si ça peut merder, parce qu'on n'a pas tellement d'autres choix en réalité. Donc, ce qui est important pour pouvoir franchir ce chasm, là, ce gouffre, cet abîme, les premiers qui sont sur l'autre rive, c'est ces gens-là. D'accord ? C'est soit les visionnaires, dans des boîtes établies, soit des désespérés. Donc, la tâche du marketing, c'est d'aller trouver ces gens-là, parce que eux, ils vont, malgré le fait qu'il n'y a pas de référence externe, il n'y a pas de démonstration vraiment que ça marche complètement, ils vont prendre le risque. Et quand ça va marcher, ils vont servir de référence aux autres qui leur ressemblent, mais qui sont peut-être un petit peu moins désespérés. Et là, on peut enclencher la boucle vertueuse. Donc ça, c'est tout un mécanisme aussi très spécifique à ces entreprises-là, qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'il faut guider les efforts de développement et commerciaux en direction de ces acteurs-là. Il faut les chercher, parce qu'ils ne sont pas évidents, on ne les trouve pas de manière immédiate. Hein. Il y a des boucles d'essais-erreurs, il faut bien en être conscient, et c'est normal. Donc il faut explorer, il faut savoir être suffisamment
tenace pour pouvoir convaincre, parce que c'est pas facile, mais il faut aussi à un moment savoir faire le constat que ça marchera pas, c'est pas les bons. Donc on laisse tomber et on repart sur une autre direction. Donc cette capacité aussi à s'obstiner, mais pas trop longtemps, c'est quelque chose qu'il faut guider en termes d'accompagnement et qui est pas évident, mais en tout cas qui est clé. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, évidemment, c'est tout simplement le talent des équipes, hein, la capacité à convaincre. On sait qu'il y a des gens, sur un bout de papier, ils arrivent à entraîner des tonnes de gens dans leur sillage parce qu'ils ont cette capacité à convaincre. Ça, c'est un talent. Sans ce talent-là, c'est compliqué. Hein. Les gens qui ne sont pas convaincants spontanément, ils vont convaincre personne, quoi, hein. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et ça veut dire que pour les créateurs, il faut savoir embaucher des gens de bon niveau qui peuvent éventuellement leur faire peur. Mais sans talent, il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent. Donc vous avez entendu, comme moi, ou vous avez dit, comme moi d'ailleurs, c'est pas l'argent qui manque, ce sont les bons projets, ça on l'entend tous les jours. C'est assez vrai en fait, hein, honnêtement. Les gens qui ne trouvent pas de financement et qui viennent souvent me voir, ils me racontent leur histoire. Bah ouais, je comprends pourquoi ils n'ont pas trouvé de financement en moyenne. Hein. Donc bon, faut être réaliste. C'est vrai que il y a besoin de préparer les gens, il y a des techniques, mais bon, il faut avoir quand même un projet qui est sain et être convaincant et que son équipe soit convaincante. Une partie essentielle de cette capacité à convaincre, d'être crédible, c'est d'avoir fait ce parcours dans le monde du marketing produit, d'avoir bien identifié les choses, d'avoir compris où étaient les difficultés et d'être capable d'en parler. Okay, parce qu'à ce moment-là, l'investisseur, ne voyant pas ça tous les jours, dit « Ah purée, ouais, non, voilà un gars qui raisonne bien, il a bien compris les choses. » Et les investisseurs comprennent bien qu'il y a des risques. Hein, contrairement à ce qu'on dit. Ils comprennent qu'il y a des risques qu'on n'est pas sûr, mais au moins ils veulent être sûrs que la démarche intellectuelle et l'approche soient la bonne. Et de ce point de vue-là, les présentations investisseurs, s'il y en a dans la salle, vous savez ce que c'est, il y a un pitch un petit peu classique, lorsqu'on va approcher des majors capitalistes, par exemple, il y a une présentation qui suit à peu près toujours la même logique et qui aborde tous les problèmes, y compris le business model, les cibles, le marché, les avantages compétitifs, etc. Il faudrait que tous les créateurs, avant d'aller voir quelqu'un, aient une présentation investisseur bien rodée. Et la plupart n'en ont pas. Donc quand on accompagne, une des tâches principales, c'est d'amener les gens à être capables de présenter le truc de manière un peu canonique, pour lever des fonds, si vous voulez, en répondant aux bonnes questions. En préparant cette présentation, en général, on se rend compte qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse, et tant qu'on n'a pas de réponse, on ne sera pas crédible. Et ça, c'est quelque chose qui, idéalement, devrait être fait dès l'incubation. L'expérience prouve qu'en sortant d'incubation, généralement, il y a un certain nombre de questions qui ne sont toujours pas traitées, et donc il faut assez rapidement essayer de travailler dessus. Voilà, donc pour résumer, mon message, c'est quelque part simple, mais profond. C'est-à-dire qu'on a un problème assez systématique chez nous, qui est probablement lié aussi à la formation des gens, puisque quand on a un cursus scientifique, c'est tellement cloisonné par rapport au cursus de management qu'on n'a jamais été exposé, même de loin, à ces problématiques-là, qui relèvent pourtant en réalité du bon sens. Mais là, on part quand même de loin. On a un handicap structurel, je pense, dans nos cursus de formation, qui sont, à mon avis, gérables, mais qui le sont encore peu. Donc, pour résumer, une innovation réussie, c'est clairement de partir d'un besoin mal satisfait, hein, a problem worth solving, okay, besoin important et mal satisfait. Okay. Et donc, si on est capable d'apporter un gros bénéfice par rapport à ce qui existe, pour un besoin important, normalement, ça doit fonctionner. Okay. Puis après, il faut un business model efficace pour que cette valeur que le client va percevoir, on puisse la transformer en bénéfice financier. Okay. C'est seulement après, une fois qu'on a repéré cette opportunité d'apporter de la valeur dans le système, que se pose la question de quelle est la bonne technologie en fait, pour y répondre. Okay. Donc, comme je disais, pour que ça fonctionne, il faut que soit dans la personne du créateur, soit dans son équipe cœur, dans l'équipe fondatrice, il y ait une double compétence business-technique, parce qu'il faut savoir penser la technique en termes business pour que ça fonctionne. La high-tech, c'est ça, hein, c'est pas que de la techno. C'est rarissime les percées par la techno pure, c'est rarissime. Ça existe, mais on prend toujours ces exemples rarissimes, qui représentent peut-être 1% du truc, à tout casser, comme la généralité. Non, la généralité, c'est le contraire. C'est bien de percevoir un besoin à satisfaire et de trouver la techno pour le faire. Donc une entreprise high-tech, certes, elle n'a rien sans techno, c'est une évidence, mais une techno qui n'apporte pas de bénéfices évidents, elle n'a pas de valeur en réalité. Okay. Il
faut bien savoir que l'innovation, c'est quelque chose qui est très différent de ce qui existe, donc il n'y a pas de repère, et il y a une incertitude du coup qui est attachée, il y a un risque évident. Donc il faut le savoir, il ne faut pas attendre d'accumuler tout un tas d'informations et d'être certain pour avancer, ça ne marche pas, c'est en avançant qu'on va fonctionner, c'est en avançant qu'on va créer le marché ou qu'on va tester si le marché est prêt à être créé. Donc il ne faut pas hésiter à expérimenter, il faut être dans une approche d'expérimentateur. Okay, et c'est donc en étant capable d'être cet explorateur lucide, okay, prenant des risques, testant des choses, en posant les bonnes questions aux clients, avec le bon angle de vue, qu'on finit par y arriver. Et donc l'accompagnement des entreprises innovantes, comme vous l'avez compris, il est quand même assez particulier parce que c'est ça qu'il faut apporter aux créateurs. Il faut apporter cette compréhension, les guider avec des méthodes dans cette quête dans laquelle ils doivent rentrer pour essayer de franchir cette fameux abîme qui est compliqué. Voilà, donc je m'arrête ici. Ce qui est disponible pour ceux que ça intéressera, c'est qu'est-ce que c'est qu'un product manager, sa job description, ses fonctions, ses missions, son profil, puisque assez souvent je dois expliquer ce que c'est, puisque c'est des profils qui existent peu. Et pour être honnête, quand on arrive dans des cas rares à convaincre des créateurs qu'ils ont besoin de gens comme ça dans leur équipe, ils ont de la peine à les trouver, parce qu'il y a un réservoir naturel qui est faible, puisqu'il y a peu de boîtes qui utilisent ça. En général, les gens qui ont ce profil-là vont venir d'entreprises anglo-saxonnes, en fait, qui sont implantées en France. Mais on a un réservoir qui est très très limité. Alors qu'il y aurait probablement besoin sur Sophie Antipolis de 100, 200 product managers, probablement. Hein. Donc ça, c'est un souci qu'on a dans l'écosystème de l'innovation, pas seulement ici, mais en France de manière générale. J'essaye à chaque fois que j'en ai l'occasion de le dire, de lancer ce message. J'espère qu'un jour il sera repris, mais c'est une évidence absolue lorsqu'on compare ce qui se passe chez nous par rapport à d'autres pays qui ont peut-être un meilleur track record en termes de création d'entreprises innovantes et de les faire grandir surtout. Voilà, merci.